Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Sidbon. Bonjour Loïc. Bonjour. À seulement 29 ans, Loïc Sidbon incarne la nouvelle génération d'entrepreneurs montpelliérains à la croisée de la performance sportive et de l'innovation technologique. Ancien directeur de service client et volleyeur de haut niveau, il a déjà fondé 3 sociétés, mais c'est avec Call-e-Fly qu'il entend véritablement révolutionner la relation entre les marques et leurs clients. Call-e-Fly, c'est la promesse de donner une voix aux entreprises grâce à l'intelligence artificielle vocale. Des agents capables de répondre instantanément en toute langue, 24 heures sur 24, abolissant l'attente et les barrières de communication, porté par une équipe européenne soudée autour de valeurs, d'exécution et d'excellence, Call-e-Fly s'impose comme un acteur pionnier de l'IA vocale, prêt à transformer l'expérience client à l'échelle mondiale. Ma première question, Loïc, vous avez été sélectionné parmi plus de 10 000 startups pour le championnat du monde en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cette reconnaissance internationale a changé pour vous et votre équipe ? Merci pour la question déjà. Donc oui, en fait, on était sur Vivatech. On a posé une candidature pour l'EWC, donc l'Entrepreneurship World Cup. Comme vous l'avez dit, qui est un concours saoudien organisé par l'Arabie Saoudite, par le ministère des Petites Entreprises, pour promouvoir des startups du monde entier. Il y a 140 pays qui étaient représentés. Faire venir les meilleurs en Arabie Saoudite pour les faire concourir, les financer pour certaines et trouver des partenariats locaux, des fonds et ouvrir cette région. Ça, c'était vraiment l'objectif. Qu'est-ce que ça a changé pour nous ? En fait, ça nous a donné vraiment un coup d'accélérateur au niveau de la visibilité. Parce que faire partie du top 0,5% des meilleures startups au monde, c'est quand même un truc, c'est quand même un accomplissement en soi. C'est une vraie reconnaissance pour la technologie sur laquelle on travaille, parce que dans mon équipe, donc nous on est 8 actuellement, pour le moment il n'y a que des ingénieurs. On a la première personne business à part moi qui est rentrée ce mois-ci et une deuxième en janvier, et on va suivre un petit peu ce rythme-là sur 2026. Mais voilà, l'avantage des ingénieurs, c'est qu'ils travaillent sur une technologie, mais le désavantage d'avoir que des ingénieurs, c'est que finalement, on peut pas trop promouvoir ce qu'on fait pour le moment. Donc c'est ce genre de concours, ce genre de compétition, ce genre de mise en avant qu'on se fait connaître tout simplement. Et je dirais même qu'on se fait connaître d'un public, d'une culture et d'un pays qui sont complètement différents de la culture française et même de la façon dont on voit cet endroit-là et cette zone du monde. Je vais le résumer en 2 métaphores très rapides. La première, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar d'il y a 20 ans, sur tous les plans. Autant l'ambition que les moyens, que la jeunesse, que ce côté un petit peu, en anglais c'est bold, c'est voilà, qui n'a peur de rien. Et la deuxième métaphore, ça serait le Far West. C'est un nouveau Far West. Voilà, c'est un désert, il n'y a rien, mais il y a des gens qui ont des idées géniales, qui ont une ambition exceptionnelle et qui ont des moyens colossaux pour arriver à faire d'un désert un des pays, je pense, les plus développés et les plus à la pointe des technologies au monde. Voilà. En quoi consiste ce concours ? Ce sont des pitchs Ouais. En fait, il y avait 3 rounds. On était 100 entreprises sélectionnées sur plus de 10 500 à venir en Arabie Saoudite. Et après, on avait 3 phases de concours. Une première phase qui sélectionnait 50 entreprises, une deuxième phase 25 et une dernière phase de finale. On passait devant des jurys, des entrepreneurs assez connus à l'international ou des gros investisseurs, ce genre de personnes-là, qui notaient en fait des pitchs de 3 minutes. Donc le format c'est 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses. Et l'idée c'est d'être le plus percutant possible. Et généralement sur ce genre d'exercice-là, ils vont noter le produit, l'équipe, le développement du chiffre d'affaires et tout ce qui est prestance orale, prestation orale et la façon dont on a d'incarner le projet. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donnait pour vous ? Ça, c'est la question qu'il fallait pas poser. Ah, pardon. Non, je rigole. On n'a pas, pour être honnête, on n'a pas passé le premier cut. Pour vous donner une idée, il y avait 4 entreprises françaises sur 100 et il y en a qu'une seule qui a passé le premier cut. Et les 3 autres, on s'est fait éliminer dans le premier, sur les 50 premiers. En fait, nous, on a eu un problème technique et sur 3 minutes, on n'a pas le temps de corriger. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de faire un pitch avec notre IA. Donc, c'était un choix très, très audacieux. C'est plutôt mon style, ça. Mais en fait, il s'avère que ça n'a pas payé. Pour une raison simple, c'est que on a eu un problème technique, l'IA n'a pas démarré, donc j'ai dû faire la conversation avec l'IA tout seul. Après, je m'en suis très bien sorti, je pense, mais ça n'a pas suffi. Et honnêtement, avec le recul, ils cherchaient beaucoup de startups de la space tech, parce que c'est vraiment le truc en vogue cette année, dans ce genre d'endroit et de concours, la space tech. Et après, beaucoup d'agri-tech. Donc toutes les technologies autour de l'agriculture et toutes les technologies autour de l'espace, parce que ils ont donc un pays à construire,
Et ils veulent autant investir sur les choses très fondamentales comme l'agriculture que sur des choses extrêmement innovantes comme l'IA et l'espace. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un vrai et un très gros rapprochement avec les Américains. Grok, donc l'IA de X Twitter de Elon Musk, y est extrêmement présente. Il y a un énorme pôle à Riyad. Et non pas à Riyad, mais bon bref, il y a un énorme pôle en Arabie Saoudite. Et en fait, il y a un vrai rapprochement de ça là-dessus. Donc le sujet de l'IA vocale n'était pas leur sujet. Mandela dit je ne perds jamais, j'apprends. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience magnifique ? Eh ben, on apprend à connaître des entrepreneurs qui viennent du monde entier, qui ont des cultures complètement différentes, mais qui finalement ont les mêmes problématiques que nous. Donc qui galèrent sur les mêmes choses que nous. Donc ça, c'est très 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 intéressant, avec des expériences, des âges, des expertises complètement différentes. Sur les entrepreneurs, il y en avait qui, je faisais partie des plus jeunes, mais il y en avait qui avaient déjà revendu plusieurs sociétés, il y en avait qui étaient déjà à la tête de sociétés qui avaient 150 personnes. Le point commun, c'était qu'on avait tous une innovation très très forte, une croissance quand même assez importante. Donc ça, c'est un peu le point commun, mais après, il y avait vraiment des typologies de sociétés assez différentes. Voilà. Il y avait du très early stage, et puis après des boîtes un peu plus grosses. Vous pouvez préciser ce que ça veut dire, ça ? Early stage ? Ouais. Oui, c'est dans la phase de vie d'une start-up et même d'une entreprise, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de lancement, d'idéation de projet. Il y avait une catégorie pour ça. Donc c'est des gens qui soit viennent de lancer, soit n'ont pas encore lancé, mais qui ont une très très bonne idée. Et surtout qui ont le profil pour mener à bien cette idée. Parce que c'est bien de vouloir aller sur Mars, mais c'est quand même mieux d'être astronaute et peut-être d'être docteur en un secteur qui va bien pour ça. Après, il y a l'early stage. L'early stage, ça va être toute la phase de démarrage et de croissance initiale de l'entreprise. Et après, il y a des stages un peu plus avancés où là, on est sur des phases où on a déjà un chiffre d'affaires récurrent, on a déjà 2, 3, 4, 5 ans d'existence derrière nous. Et donc, des sociétés qui forcément sont un peu plus matures, un peu plus construites, un peu plus... voilà. Quelles sont les étapes à venir pour Qualify ? Alors nous, 2026, ça va être une année extrêmement importante, pour une raison assez simple, et c'est pour ça aussi qu'on a été sélectionné à la WC, c'est qu'on a trouvé notre marché là, actuellement. On a une croissance assez dingue sur le décembre-janvier. En fait, nous, notre métrique clé, notre indice de performance clé, c'est le nombre de minutes qu'on fait, avec notre IA va parler avec des clients. On va multiplier ce chiffre par 45 sur les 2 prochains mois. C'est parce qu'on va signer plusieurs très très gros contrats à notre échelle avec des clients qui ont énormément d'appels à nous faire passer, et donc des appels qui sont assez répétitifs avec une valeur ajoutée qui est relativement faible. On va avoir une croissance qui est juste dingue. Donc la prochaine étape, en fait, ça va être de structurer cette croissance, parce que c'est bien d'avoir des chiffres qui sont colossaux, mais il va falloir renforcer les équipes très très vite. Il va falloir que la technologie elle tienne, mine de rien, et il va falloir forcément développer des nouvelles choses, parce que ces clients-là, ils vont être exigeants, ils vont nous demander des développements, des fonctionnalités du produit qu'on n'a pas encore. Donc il va falloir être vif et réactif, mais j'ai pas trop de problème à me faire parce que j'ai une équipe qui est absolument exceptionnelle. Et on les salue ici aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, vous travaillez pour des grands comptes qui gèrent de l'appel entrant. Est-ce que vous êtes dans une démarche d'appel sortant ? Alors attention à grands comptes, je vais juste mettre un petit bémol là-dessus. Nous, on va travailler essentiellement, et d'ailleurs sur 2026, c'est très très important, on va centrer ce qu'on fait sur ce qui est e-commerce et retail. Ça, c'est vraiment notre cible principale, pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, pour que l'IA travaille pour votre entreprise, si vous voulez une intégration de l'IA qui fonctionne, il y a une statistique qui est sortie par le MIT, c'est que 95% des projets IA ne donnent rien en entreprise. Bon, la question c'est pourquoi ? La réponse elle est simple, c'est parce qu'en fait l'IA c'est pas un outil magique, ça se repose sur de la data existante et entre guillemets propre. C'est comme si vous essayez de construire une maison sans mettre les fondations. Bon, bizarrement elle tiendra pas au premier coup de vent. Les fondations de l'IA c'est la data en fait. Bref, tout ça pour vous dire, et pour revenir sur ce que je disais sur l'e-commerce, c'est que le gros avantage des e-commerçants, c'est un marché qui est jeune, très très digital, et qui utilise à peu près tous les mêmes outils. Et donc la data se trouve au même endroit et rangée à peu près de la même manière. Donc en fait ça va nous permettre de standardiser notre produit et de pouvoir en fait vraiment avoir une stratégie verticalisée et de pouvoir comme ça en fait rendre notre produit duplicable, voilà, beaucoup plus simplement. Je reviens sur la notion de grand compte. Aujourd'hui on travaille, alors grand compte attention, parce que dans la plupart des cas quand on pense grand compte on pense CAC 40, c'est pas notre cible. Nous on va travailler plutôt avec de la PME et on va travailler avec des boîtes qui font entre 10 millions et 500 millions. L'éventail est assez large. Ce sont des sociétés qui ont un problème, c'est qu'elles passent des appels, comme vous l'avez dit, je vais revenir sur la question des appels sortants, mais elles reçoivent des appels et des demandes au global sur un volume qui est très important,
il y a à boire et à manger dedans. C'est-à-dire qu'on va recevoir des appels, c'est « Bonjour, je voudrais savoir où est mon colis » ou « Bonjour, je voudrais savoir si vous êtes ouvert le samedi matin ». Ça, c'est une demande qui a une valeur ajoutée qui est extrêmement faible. Et c'est le genre de demande où il ne faut pas avoir un doctorat et connaître la société comme pas possible pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des demandes qu'on peut répondre extrêmement rapidement, instantanément, et qui ne nécessitent pas de déranger ou d'avoir une personne au téléphone pour répondre à ça. Par contre, si je veux savoir dans quel produit je vais avoir tel actif, tel principe actif pour pouvoir corriger telle chose dans la beauté, par exemple, là, il vaut mieux avoir quelqu'un au téléphone, parce que généralement, sur ces questions-là, ça va être des questions qui vont mener à des ventes, et là, il vaut mieux avoir ce côté un peu humain, un peu cette proximité, cette chaleur qui va nous permettre d'avoir le bon conseil. Sur les appels sortants, on en fait aussi, et on peut en faire aussi, mais il faut faire très attention, parce que la réglementation n'est pas la même. Voilà. Aujourd'hui, les appels que vous recevez sur vos téléphones, que nous recevons sur nos téléphones d'IA, donc sur nos téléphones perso, c'est interdit et c'est illégal. Voilà. Il y a plusieurs raisons à ça. On n'a pas le droit d'appeler du particulier avec de l'appel, ce qu'on appelle automatisé, et l'IA, c'est de l'appel automatisé d'une certaine manière. On n'a pas le droit d'appeler des particuliers en dehors des horaires qui sont 10h, 20h, de 10 à 13 et de 14 à 20. Voilà. Samedi, dimanche, jour férié, c'est interdit aussi. Et on n'a pas le droit d'appeler des particuliers à partir de numéro 0607, de portable en fait. Ces 3 règles-là sont complètement bafouées par ces gens-là qui nous appellent pour nous vendre de l'énergie, pour nous vendre... Voilà. Donc faites très attention à ça. Et le meilleur conseil que je peux donner à vos auditeurs, c'est que quand vous avez un doute, demandez si c'est une IA. Si vous avez une personne face à vous, elle va juste rigoler et puis ça sera un peu gênant, mais au moins vous êtes sûr que c'est une personne. Et dans la plupart des cas, l'IA va continuer son script. Donc vous lui dites juste « Bonjour, est-ce que vous êtes une IA ?» un petit peu de manière innocente. Si elle ne répond pas, ou qu'elle répond oui, mais généralement elle ne répond pas, c'est que c'est une IA, donc vous savez que vous pouvez raccrocher, ou au moins vous savez que c'est une IA, donc vous pouvez continuer la conversation, mais en toute connaissance de cause. Pour revenir sur la promesse de votre entreprise, vous n'enlevez pas le travail des collaborateurs, mais vous facilitez les demandes qui sont un peu inopportunes et un peu chronophages et à faible valeur ajoutée. Exactement. Et en fait, c'est une orientation, une optimisation, comme la plupart du temps est l'objectif de l'IA. Oui, exactement. On entend beaucoup parler dans les journaux et on se bat contre ça parce que ça n'a aucun sens, que l'IA va détruire des travails, va remplacer des gens. Enfin non, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. À l'époque où on bêchait les champs à la main, et le jour où quelqu'un a inventé le tracteur, en fait, qu'est-ce que le tracteur a fait concrètement ? Il n'a pas détruit des emplois. Il a déplacé les gens qui bêchaient à la main et qui se tuaient à 35 ans parce qu'en fait, c'était un métier qui était juste horrible. On les a formés à conduire le tracteur et au final, ils ont gagné fois 1000 ou fois 100 en productivité et juste, ils sont devenus conducteurs de tracteur. Et ils ont gagné en espérance de vie, ils ont gagné en qualité de vie au travail parce que mine de rien, c'est plus facile de conduire un tracteur que de passer 12 heures dans un champ à taper à la bêche. Et en plus de ça, ils sont devenus plus compétents. En fait, ils ont déplacé leur expertise. Leur expertise, c'est retourner le champ, c'est pas taper à la bêche. Donc en fait, ils ont déplacé leur expertise. Nous, c'est un peu la même chose. On va déplacer l'expertise des gens qui sont experts du produit, qui sont experts de la marque, sur des choses où il y a une valeur ajoutée qui est plus importante. Voilà. Loïc, ma dernière question. Vous êtes sportif de haut niveau, vous avez été sportif de haut niveau, en volley, je crois. Oui, c'est ça. C'est quoi les qualités que vous avez transférées dans votre quotidien d'entrepreneur ? Les 2 qualités que je retiens le plus, c'est la discipline et la rigueur. Ça, c'est très important. Et après, j'en rajouterai une qui est l'ambition. La discipline, c'est cette façon de faire les choses que je vais avoir, de presque routiniser et de sacraliser certaines choses qui sont très très importantes, d'y accorder de l'importance. Parce que en fait, c'est sur les petites tâches répétitives qu'on n'a pas envie de faire qu'on construit les grands succès pour moi. Voilà. La rigueur, c'est justement de faire même quand ça fait mal. Voilà. Il y a des moments où on n'a pas envie d'aller à l'entraînement parce qu'on a les genoux en vrac, parce que on a eu une mauvaise nouvelle, mais c'est le moment justement où il faut apprendre à se faire mal. Je pense que ça va peut-être parler à certains auditeurs. Je regarde beaucoup et je suis très admiratif de beaucoup de sportifs de très haut niveau et notamment de philosophie de ces sportifs-là. Le plus extrême que je connaisse et que j'ai étudié, c'est la philosophie de Kobe Bryant, qui est juste absolument exceptionnelle de ce côté-là. Voilà. Quand les autres joueurs rentraient de boîte de nuit à 4h du matin, lui, il allait s'entraîner. Basket, NBA, Lakers, année 2000, 2000-2010. Et l'ambition. Et ça, c'est un truc en France dont on a peur et où c'est très caché, parce qu'on est très pudique là-dessus. On fait partie d'un incubateur qui s'appelle Tomcat, qui est un fonds d'investissement qui fonctionne un peu pour ceux à qui ça va parler, comme Y Combinator,
qui est le meilleur incubateur au monde, qui est basé à San Francisco. Leur thèse, c'est de prendre des entrepreneurs qui, selon eux, ont beaucoup de potentiel, de leur donner de l'argent, et compte départ, bien sûr, et en fait de les aider à se développer. Et la première question que pose Tomcat quand on arrive, c'est quoi ton niveau d'ambition ? Pourquoi tu fais ça ? Tout le monde se plante sur cette question. En France, les Américains, c'est la première chose qu'ils vont vous dire, et ils savent ce que c'est. Nous, on se plante. J'ai été recalé une fois chez eux à cause de ça, et ça, c'est très très important. Surtout à l'ère d'aujourd'hui, sur la génération Z notamment, où on est en quête de sens, où on se dit mais pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait les choses ? On ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais parce qu'en fait c'est cette question-là à laquelle on n'a pas répondu. Et ça, cette question-là, pour arriver à faire des grandes choses, elle est essentielle et primordiale. Alors moi, ça me fait rebondir à quelque chose. Entrepreneurs françaises, n'ayez pas peur de l'ambition. Hein. Depuis 1918, on a la trouille, alors qu'on a un talent incroyable. Et moi, je vois ici sur ce plateau, sur Radio Clapas, radio merveilleuse de Montpellier, je vois du talent incroyable et je me dis avec tout ce talent, comment on arrive à être aussi négatif alors qu'il y a plein de choses positives. Donc, n'ayez pas peur d'être ambitieux comme Loïc, parce que l'ambition, c'est pas la prétention. Voilà. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup.